Bonjour Jean-Paul Chagnolot. Bonjour. Répit supplémentaire donc à Gaza après l'annonce ce lundi soir d'une prolongation de la trêve, une décision prise alors que le Hamas et Israël disaient il y a quelques jours reprendre les combats après la première pause de 4 jours. Qu'est-ce qui cette fois-ci a fait pencher la balance? Vous savez, je crois qu'on est toujours dans la même logique des intérêts des uns et des autres. Je pense que les Israéliens et le gouvernement actuel en particulier, Netanyahou en tête, a en fait besoin de redorer son image qui est extrêmement esquintée depuis pas mal de temps à l'égard de son opinion publique. Dans un premier temps, il voulait même oublier les otages, dans les tout premiers jours en tout cas. Et donc là, il a effectivement cette idée que c'est tout à fait l'intérêt d'Israël, comme c'était le cas souvent, de récupérer les otages, à la fois pour son opinion publique israélienne, évidemment, mais aussi pour ses relations avec d'autres pays, puisqu'il y a quand même pas mal de binationaux. Et du côté du Hamas, évidemment, c'est tout à fait essentiel de montrer deux choses. La première, c'est que il est toujours présent pour pouvoir négocier, même si on prétend ne pas négocier avec lui. Et ensuite, c'est tout à fait essentiel pour les Palestiniens qu'il est capable de faire en sorte que les prisonniers palestiniens soient libérés. Donc, à tous égards, les uns et les autres ont intérêt à ce que cette trêve soit prolongée. Et évidemment, l'autre aspect tout à fait déterminant, là, ce sont l'intérêt des Gazaouis eux-mêmes d'abord. Évidemment, on n'a pas beaucoup tenu compte ces derniers temps, malheureusement, qui est que il faut qu'ils sortent de cet enfer, quoi. Vous évoquiez à l'instant la crainte d'Israël que son image soit ternie. Quelles conséquences ça peut avoir sur ses relations avec d'autres pays? Vous savez, ça c'est malheureusement un classique, quoi. C'est-à-dire que cette image d'Israël, je parlais tout à l'heure plus de celle de Netanyahou lui-même, mais si c'est vrai que pour Israël, dans beaucoup de pays dans le monde, il a depuis longtemps, de toute façon, une image très dégradée, et ça reste une puissance occupante, et c'est perçu comme tel dans beaucoup de pays, à commencer évidemment par les pays arabes et plus largement par les pays musulmans. En Europe, c'est un peu différent, mais c'est vrai que beaucoup de gens se rendent compte et commence à accepter l'idée que Israël est effectivement cette puissance occupante que beaucoup refusent de voir. Et qu'en tout état de cause, les bombardements à Gaza sont des bombardements qui sont faits sans aucune discrimination et qui par conséquent tuent des civils dans des conditions absolument terribles, quoi. Et ça, je pense que ça va rester longtemps dans les mémoires. Mais malheureusement, il a fallu beaucoup de temps et beaucoup de morts et beaucoup de destruction. Et puis ce n'est pas fini. Il ne faut pas malheureusement rêver. On peut craindre que ça reparte après cette trêve, même si elle est prolongée. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, c'est clair qu'on se rend compte que ces bombardements sont absolument inacceptables et que vraiment c'est un massacre de population civile. Ça peut se qualifier en termes de droit international, à minima, comme des crimes de guerre. Les chefs de services de renseignement américains et israéliens sont arrivés à Doha ce mardi pour discuter de la prochaine phase d'un accord sur Gaza. Est-ce que c'est le signe peut-être d'un futur cessez-le-feu? Ça, c'est la vraie question. Personne ne peut répondre à ce stade. Mais c'est sûr que, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est un désastre sur le plan humanitaire et aussi quelque part sur le plan politique. Et donc, si cette trêve ou cette trêve est peut-être la suivante, si jamais il y avait par malheur une reprise des combats, eh bien, ça devrait malgré tout déboucher sur un cessez-le-feu. C'est inéluctable qu'on aille vers un cessez-le-feu. Et par conséquent, le plus tôt sera le mieux. Et si on arrive à une négociation maintenant qui permette de trêve en trêve, arriver à un cessez-le-feu véritable, à tous égards, ce serait évidemment une grande chose. Mais pour l'instant, personne n'en est certain. Et les Israéliens, surtout certains membres du gouvernement, veulent continuer à aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, ça signifie détruire davantage les villes et les villages de Gaza, et ça signifie tuer davantage de civils complètement innocents. Cette affaire, étant entendu que le Hamas, d'ores et déjà, a été renforcé. La preuve, c'est qu'on négocie avec lui aujourd'hui, et puis qu'en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, eh bien, il n'a sans doute jamais été aussi populaire. Est-ce que Israël a accepté cette trêve par pression, comme vous commenciez à l'évoquer, de la communauté internationale, en particulier des États-Unis? Je crois qu'il y a un peu de tout. Vous savez, il n'y a jamais une seule cause. Je pense qu'il y a une pression de l'opinion publique israélienne, c'est clair. Récupérer les otages, ça c'est une dimension fondamentale, mais de plus en plus, par ailleurs, sur le plan international, il y a des pressions des États-Unis. D'ailleurs, Biden lui-même a dit qu'il fallait bientôt arrêter. Le paradoxe, c'est que les buts de guerre, si toutefois il y en avait clairement définis, d'Israël, ne seront jamais vraiment atteints, puisque ça voulait dire éradiquer le Hamas, et on voit bien que
même s'il est sans doute très affaibli sur le plan militaire, ce qu'on ne sait pas. Ce qui est clair, c'est que politiquement, il est toujours présent au point de pouvoir dicter ses conditions pour la suite de ces négociations immédiates dans l'échange entre les otages et les prisonniers palestiniens. Et est-ce que Washington a toujours la même influence, sur, Tel Aviv? Vous savez, là, ça dépend de la volonté politique de Washington. Quand ils y mettent vraiment leur volonté et les moyens, ils arrivent à fléchir les politiques israéliennes, même si la politique israélienne a toujours une très large degré d'autonomie. Il faut en être bien conscient. Les Israéliens estiment toujours que c'est à eux de se défendre et que c'est à eux de décider. Mais tout de même, il y a une limite à tout ça, et une fois encore, ça dépend de la capacité des Américains à faire pression. L'exemple historique habituel qu'on peut donner, c'est au moment de la conférence de Madrid. C'est-à-dire qu'en 1991, ça nous emmène très loin, il y a 30 ans, mais il y a quelques analogies avec la situation actuelle. Les Israéliens ne voulaient pas entendre parler d'une conférence. Et finalement, George Bush père a imposé cette conférence de Madrid, dont on reparle aujourd'hui pour imaginer une autre conférence de la paix dans un monde qui serait un monde d'intelligence politique, où on comprendrait que pour sortir vraiment de ce conflit, c'est par la conférence et la diplomatie qu'on y arrivera et pas autrement. Ce mardi, un journaliste, de l'agence France Presse, dans la ville de Gaza a fait état, d'une attaque de l'armée israélienne. Elle aurait tiré 3 obus de chars en direction de dizaines de civils. Tel Aviv se défend en affirmant que des suspects s'étaient approchés de ses troupes et c'est la raison pour laquelle, l'armée a tiré. Le Hamas dénonce une violation de la trêve. Quel est le risque pour Tel Aviv de ne pas respecter l'accord? Vous savez, on est toujours dans cette fragilité, hein. Donc, les arguments sont classiques, n'est-ce pas? C'est sûr qu'à tout moment, des incidents peuvent dégénérer et remettre en question le cessez-le-feu. Et après, chacune des deux parties accusera l'autre d'en être responsable. C'est malheureusement un scénario éternel dans ce genre d'affaires. On le sait, il faudrait des centaines de camions par jour qui entrent dans le Gaza pour venir en aide aux habitants, alors que le soutien matériel, sanitaire des États-Unis ou de la France sont en train d'arriver. Est-ce que tout simplement, dans ce contexte où seulement des dizaines de camions entrent, on peut imaginer que toute cette aide puisse entrer dans l'enclave palestinienne? C'est l'objectif de tout cela. Bien sûr que oui, il faudrait que ça puisse se faire. Il faut aussi qu'il y ait une quantité suffisante, une régularité suffisante. Mais ce que je crains beaucoup, c'est que ça soit encore très difficile. Et puis, je pense qu'on n'a certainement pas encore envisagé l'ampleur et compris l'ampleur des destructions et des souffrances que viennent de subir les Gazaouis dans leur territoire étroit qui est cette bande de Gaza. Je pense qu'au fil du temps, on va découvrir l'ampleur de tout ça, parce qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas, ou pratiquement pas, de journalistes étrangers et très peu d'images qui nous viennent de là-bas. Mais quand on les verra, on va s'apercevoir de ce drame absolu, qui est sans doute le plus grand drame que les Palestiniens aient jamais vécu depuis le début de l'histoire de la Palestine. C'est-à-dire ça remonte aux années 20, alors qu'ils ont subi déjà des catastrophes terribles. Donc il faut bien comprendre la gravité de ce qui se passe aujourd'hui. De nombreuses plaintes ont été envoyées à la Cour pénale internationale. Est-ce que, dans un contexte voilà, d'après-guerre, on peut imaginer que des responsables israéliens répondent de ces actes-là? Ça, c'est une question majeure. Lorsqu'il s'agit de poursuivre les Russes, et en particulier Poutine, dans la guerre après cette agression et avec cette agression en Ukraine, la Cour pénale internationale a fait très vite. Et elle a lancé en quelques mois un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine dans des conditions remarquables d'efficacité. S'agissant de la Palestine, d'abord il faut rappeler à vos auditeurs que la Cour pénale internationale est tout à fait compétente pour ce qui se passe à Gaza. C'est un territoire palestinien et la Palestine est membre de la CPI, donc la CPI est compétente, mais pour l'instant, il y a deux poids, deux mesures, puisque le procureur de la Cour, Karim Khan, n'a pas eu même le droit d'entrer sur le territoire. Donc vous voyez bien une différence énorme, abyssale, entre la rapidité, la célérité, l'efficacité de la CPI aidée et soutenue par les pays occidentaux et européens, par les Américains, puisqu'ils n'en sont pas membres, mais même là, ils ont quand même aidé alors qu'ils ne sont pas membres. Et puis au contraire, le blocage de la CPI par rapport à ce qui se passe à Gaza. C'est quelque chose d'inacceptable. Il faut évidemment espérer et vouloir que la CPI puisse faire son travail en Palestine à l'égard de tous les crimes qui ont pu être commis, comme elle le fait en Ukraine. Merci beaucoup Jean-Paul Chagnolot d'avoir été avec nous sur Midi 1. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.